C'est un... J'enregistre. Ah bon, d'accord. C'est un néologisme qui a été avancé par Lacan dans le séminaire, où il dit que toute pensée est une repensée. Quel séminaire? Quelle année? Je crois que c'est dans le séminaire 19. Et ça permet d'interroger le temps, la trace, la pensée, la traduction même. Vous verrez, j'aurai recours à des choses en allemand, qui servent souvent de repoussoir. Donc, c'est à partir de cette démarche-là, questionnant le Zeitlos, c'est-à-dire le temps, la trace, la pensée ou la repensée, la traduction, le Übersetzung, que je me suis construit comme psychanalyste en écoutant les confins de l'expérience humaine, c'est-à-dire celle de l'enfant et celle de la folie. J'interroge donc dans ce texte aussi comment s'est construit, transmis l'expérience freudienne dans la langue commune à partir de la langue fondatrice pour nous de Freud, l'allemand. Cette distinction sur la langue commune est importante parce que c'est là que Freud puise la transformation des mots dans leur usage en concept. Lorsque, on y viendra tout à l'heure, lorsqu'il ne trouve pas cette issue dans l'usage de l'allemand, il utilise un mot comme le français, ce qui montre qu'il y a une énigme. Vous verrez tout à l'heure là, dans la question du bien arrivé, du arrivé et bien arrivé. Oui, on est bien arrivé. Donc, Lacan, dans le séminaire 19, commente l'après-coup, le Nachträglich, en le nommant producteur, donc, je disais, de cette repensée. Pour lui, toute pensée est une repensée, car elle a été préalablement et inconsciemment pensée. Arriver à l'exprimer, c'est donc prendre conscience que c'était une pensée et que cette pensée initiale, originaire, est ainsi un processus primaire dont le processus d'après-coup se saisit. Le processus d'après-coup apparaît donc comme la pierre angulaire de la pensée. Le psychisme est donc un mouvement pour aller vers le nouveau et il doit se construire à partir de et avec ce qui a été. Ce processus que je viens de décrire à l'instant, là, donne implicitement une définition de la trace inconsciente et latente. Pour être exprimable, la trace doit être fécondée par un signifiant verbal, sinon elle se renforce dans la répétition jusqu'à devenir une souffrance non identifiée, une souffrance hallucinatoire. Ça, c'est ce que tu vas démontrer. Si on veut, oui, j'y arrive, si j'y arrive. Bon. Alors, quel est le devenir de cette trace? Plusieurs destins se présentent pour la trace. Si elle est bien, comme dans le processus que je viens de dire, fécondée par la langue qui baigne l'enfance, cette trace enrichie par un mot ou par un fragment de mot perd sa fonction erratique. Ce petit bout de réel, limité et fixé par le signifiant verbal, le porte vers le nouveau, vers du nouveau. Fixé, Lacan utilise ce terme pour montrer que ça attache comme une crucifixion au réel. Il dit ça dans
les tout-petits. Un exemple, bon, l'analyse permettra d'y retrouver le point d'origine de la construction d'un style, d'un sujet, d'une manière d'être, constituée donc depuis les circonstances de la vie de l'enfance. Ça, c'est le cas facile, ce que l'on retrouve dans toutes les bonnes analyses. Plus problématique est la trace qui se fige d'emblée dans l'angoisse et impose un sujet, un signifiant qui ne peut métaphoriser à cause même de l'intensité de cette angoisse. Un exemple en est donné par un épisode structurant de l'histoire de Le Moulou. Alors, je vous cite Freud dans Le Moulou. Dans les premières années d'enfant, ce rapport avait été très tendre. Un peu plus loin, Freud précise, son père le chérissait et aimait jouer avec lui. Lui était fier de son père. Alors, le commentaire de Freud continue. Un jour, pour jouer avec lui, le père imite le lion rugissant. Le petit Sergueï en est terrifié. Freud écrit, alors là, je vais m'arrêter sur le mot, qu'une Entfremdung se crée entre eux. Le préfixe ent indique la séparation, la mise à distance. La langue des nazis a eu un grand recours à ce préfixe pour marquer la violence de la séparation. Ah, pour Guy Dana, je recommence tout. J'ai lu ton texte. Bon, ça va alors. Merci d'être là. Donc, la langue des nazis a eu un grand recours à ce préfixe pour marquer la violence de la séparation et du rejet. Le mot fremd indique l'étranger au sens de l'hétérogène. Comme on dit en médecine, un corps étranger est quelque chose qui ne devrait pas être dans le corps. Donc son père lui est devenu en un instant tellement distant qu'il a chu, qu'il ne peut plus être investi de la capacité de mettre de l'ordre dans l'effroi. Le problème est alors que le père, en symétrie, en est comme vexé. Après la familiarité ludique et la proximité affectueuse, il devient brusquement et définitivement éloigné. Donc voilà ma traduction, séparé comme un étranger. C'est intraduisible en français, à peser sur la compréhension du cas relaté par Freud, puisque le mot qui apparaît 3 ou 4 fois, par exemple, dans l'histoire du petit Sergueï, de Le Moulou, enfant, est traduit à chaque fois par des mots différents, comme on le verra pour Nachträglich. Et par exemple, ce dont se gausse Lacan, c'est traduit par un refroidissement se crée entre eux. Ils se moquent de la grippe qui survient entre eux. C'est eux qui se prennent en grippe. Comment? Se prennent en grippe. Ils se prennent en grippe. Mais ça ne va pas. Donc, c'est mériterait une... Mais alors, se prendre en grippe, c'est déjà un mouvement actif. On a un reproche à faire à l'autre, alors que là, c'est Une séparation. une séparation. Fremd, ils sont étrangers l'un à l'autre. Cette trace figée, gelée, comme en suspens, s'active quand une situation met en jeu le processus d'après-coup qui foire. Alors, il n'en reste qu'une métonymie. Avec l'homme au loup, Freud le repère quand il écrit, alors, ça je cite Freud, chaque fois que, devant les difficultés de la cure, il se rabattait sur le transfert, il lançait une menace de dévoration et ultérieurement celle
ces menaces, hein, de tous les autres mauvais traitements possibles, toute chose qui n'était qu'expression de tendresse. On peut commenter ça. Comment? On peut commenter ça. Tout de suite? Attends Ou que plus j'arrive. tard, ou plus tard. Cette métonymie, vestige de ce qui a foiré, fait le symptôme de ce qui se répète et devient motif de consultation. Un cas de traumatisme refoulé, dont je parlerai ultérieurement après, l'illustrera aussi. Donc, tu grilles de poser une question. Vas-y. J'ai déjà oublié. Oh. Oui, comment Freud peut-il dire que toutes ces expressions, toutes ces agressions sont en réalité des expressions de tendresse? Ah ben ça, il ne le dit pas, mais on le comprend dans le transfert. On le comprendra dans le transfert. Non, on le comprend, même si, comme analyste, on comprend bien que ce qui se manifeste sur le divan ne vient pas de nulle part. Ça vient de l'histoire, ça vient des mots, ça vient de la relation établie. Ça veut Donc, dire que il ne le prend pas comme… le refroidissement se réchauffe par le En dans le l'occurrence, transfert. En l'occurrence, oui. Il ne le prend pas comme une menace vitale, comme le boulot le dit, qu'il va lui chier dessus, qu'il va lui faire des choses désagréables. Enfin, Ok. ok. Donc, c'est aussi… Ça ne t'ennuie pas que je t'interrompe? Non, non, non. C'est aussi l'art du psychanalyste, hein, de ne pas prendre les choses au pied de la lettre, mais de les restituer par rapport au sujet. D'autres questions? Comment? Attends, parce que si tu parles… Ton histoire avec le père, quel âge il a, Sergueï? Il a 3 ans. 3-4 ans. Moins de 5 ans, hein, parce qu'à 5 ans, il aime bien les trucs. Non, là, je crois qu'il va avoir plutôt 2 ans. Il me semble. Non, jamais. Mais c'est une bonne question, parce que je l'avais recherché, puis je ne sais plus où je l'ai mis. Une troisième éventualité, là, vous en avez eu donc l'accroche du signifiant à la trace, une trace qui foire, mais ça persiste à produire du symptôme. Une troisième éventualité peut se produire. La trace ne trouve pas un signifiant qui l'appartenait. Voilà. Excusez-moi. Alors, comment ça s'inscrit dans l'inconscient? Il faut partir du postulat de Freud que tout ce qui a été perçu s'inscrit, mais tout ne trouve pas une issue. L'inscription de tout perçu est un point essentiel pour Freud. Postulat. À partir de là, on peut développer deux concepts. Celui de non-arrivée, qui est cité par Freud en français, donc c'est bien, ça signifie qu'il y a une position énigmatique là dans ce non-arrivé, et le limbe, je vais vous développer ça un peu après, qui peuvent rendre compte de ce point difficile. Quelle est la localité qui accueille ce qui ne peut encore pleinement exister et qui pourtant est là? Ce point est si difficile que Freud sera conduit à abandonner ses neurotica quand il s'apercevra qu'il s'y réfère encore pour penser, alors que la clinique lui dicte autre chose. On voit bien que là, la théorie sert de point de résistance par rapport à entendre ce que nous énonce l'inconscient. J'aurais une question sur l'abandon de la neurotica. D'abord, c'est quoi qu'il appelle la neurotica et quel rapport avec la neurologie d'aujourd'hui? La neurotica, c'est deux choses, me semble-t-il. La séduction, même la séduction généralisée, comme dit Laplanche, et le corpus organique qui est issu de l'esquisse.
Mais bon, c'est ce qui va mettre en jeu et ce qui va bien marcher pour le trauma hystérique, pour un certain nombre de choses, jusqu'au moment où, comme je suis en train de le dire là, il y a un point de butée intellectuel de Freud qui se rend compte qu'il essaye d'illustrer sa théorie à partir de ce qu'il entend et non pas construire depuis ce qu'il entend. Moi, quand il me pose la question. Attends, je vais donner le micro. Le micro. Après, derrière leur écran, je ne veux pas hacher ton propos. Peut-être que la précision que tu pourras apporter. Quand il dit quelle est la localité qui accueille ce qui ne peut encore pleinement exister, qui est pourtant. Et pourtant là, hein, qui est pourtant là, mais ne répond-il pas, en fait, quelques temps plus loin, quand tu soulignes que sa réponse est que la somme d'excitation est transposée dans le corporel. mais là on anticipe un peu. Hein. Oui, enfin, là c'est pas hacher, c'est faire un de boudin. mais c'est pas loin, Mais c'est c'est son- 100 phrases après. C'est son expérience de l'hystérie qui Oui, lui alors, fait c'est dire lui ça. Il évoque la conversion, mais est-ce que... Avec ce qu'il connaît, il essaye de Oui. faire avec ce qu'il connaît, c'est ce que je dis. D'accord. Ce n'est que la conversion. C'est-à-dire que la question, Freud est une question à la Sadi Carnot. Hein, où passe l'énergie, hein, l'énergie développée dans l'affect. Bon. Alors, où ça se déclenche immédiatement, hein, bon, voilà, on voit bien la représentation, ou bien ça se déplace sur quelque chose de proximité, hein, et c'est un déplacement de type névrotique que l'on connaît bien, hein, ou bien ça va vers une représentation du corps, qui est la représentation hystérique. Mais en gros, pour Freud, il y a quasi simultanéité, hein, ou une temporalité brève entre les deux temps. Hein. La question là, qui est là, hein, c'est que ce qui n'est pas arrivé, ça s'inscrit, mais ça s'inscrit où et ça produit quel effet. Bon. C'est ça qui va être le truc à soutenir. Hein. Je peux dire quelque chose? Ouais. C'est peut-être important de se rappeler que un texte auquel tu te réfères beaucoup dans tout cet article, surtout à la fin, qui est 94, névrose, psychose, perversion, se termine, le dernier paragraphe, Freud expose sur quelle représentation il s'appuie pour construire tout ça. Et cette représentation, il dit que c'est un concept d'énergie qui est naturellement, qu'on ne peut pas du tout mesurer, mais quelque chose qui change et qui recouvre les objets comme d'un courant électrique. Et il le dit à la fin de Névrose, psychose, perversion. Donc, c'est comme un présupposé qui marche, d'origine physique. C'est ça. Mais qui et marche. alors, l'idée, la question, c'est génial et audacieuse, c'est de se dire, j'ai une théorie qui marche, elle marche trop bien, mais il y a des endroits où ça ne marche pas. Hein? Donc, au lieu d'aller exploiter commercialement son idée qui marche, eh bien, il va aller à la difficulté, à l'énigme, aux choses où c'est plus difficile. Alors là, j'ai écrit, faudrait que je remarqué tout à l'heure que je me suis trompé peut-être, hein, que je reprenne ce que j'ai voulu dire. 42 ans plus tard, on a calculé ensemble, c'est pas 42 ans. Je suis bourré dans les... donc c'est en 36, et par rapport à le début de la correspondance avec Fliss, c'est 87. Hein. La rupture, c'est 1904. C'est plutôt 32 ans plus tard. 32 ans après la rupture. Après la rupture. Mais presque 42 ans après la rencontre. Oui, c'est ça. Enfin, bon, magique. Alors, donc plus tard, donc des années plus tard, quand il voudra, dans la lettre à Romain Roland, élucider un symptôme qui le parasite,
et dont il repère qu'il n'est pas lié au refoulement, il parviendra à l'identifier comme un reste transférentiel à Fliss. Reste producteur de symptômes parasitaires hallucinatoires. Peut-être qu'il faudrait rappeler que c'est le trouble de mémoire sur l'acropole. Oui, la lettre à Romain Roland, c'est le Et- trouble de mémoire sur l'acropole. Donc, il voit quelque chose, il ne peut pas y croire. Oui, il y a ça. Il y a cette- Et en même temps, l'acropole devient comme du cinémascope. ouais. C'est ça, non? Oui, mais ce n'est pas là-dessus que je m'appuie. Je m'appuie sur ce qu'il Oui, écrit, l'analyse de ce phénomène. ce qu'il écrit à Romain Roland, hein, en lui disant que je vous écris alors que j'ai plus grand-chose à raconter, hein, mais je vais vous quand même dire quelque chose. Et à ce moment-là, il arrive à dire qu'il veut évoquer un événement qui s'est passé il y a très longtemps, hein, avec son frère Emmanuel, et que c'est dans le contexte de la rupture avec Fliss, hein, et qu'il a repéré, après avoir beaucoup analysé, travaillé, etc., ce dont il s'agissait, il évoque cette différence entre les restes transférentiels et les manifestations résiduelles, et que c'est libéré de symptômes hallucinatoires parasitaires, hein, qui ne sont pas des névroses. Parce qu'il part donc du principe que dans sa théorie, tout ce qui est névrose est issu du refoulement. Donc là, il repère que ce n'est pas un refoulement sexuel, que c'est autre chose qui s'est mis en place. Et à partir de là, il arrive à dissocier dans ses restes transférentiels l'insupportable et l'inconciliable. Les gens qui ont beaucoup de mémoire qui me disent « mais tu as déjà dit ça une fois ». Alors effectivement, mais je n'ai pas été le rechercher, j'ai dit un texte un peu comme ça dans un colloque du cercle sur le transfert, l'un des derniers colloques du cercle. Non, l'un des derniers. Ouais. Bon, je n'ai pas retrouvé. Je pourrais retrouver parce que c'est. Est-ce que tu vas redire la même chose sur la différence entre l'inconciliable et l'insupportable? Alors j'y arrive. La même chose qu'à l'époque. Deux termes, Wertreglisch et Mertreglisch, mais dans un même texte. Oui, absolument. Absolument. Dans ce texte-là, le numéro 3, hein, le volume 3. Parce que tu sais, la traduction de la planche met l'idée qu'il y a eu une erreur de typographie, que le seul terme à retenir, c'est inconciliable. Mais écoute, moi, je développe une autre idée. Hein, alors, ouais, c'est pour ça que je suis venu, parce que ça m'intéresse. Alors, Oui, cette question. Le petit V a disparu. Cette question, elle fait l'objet d'une note de la planche, d'ailleurs, hein, de la planche dans ce volume-là, hein, où il dit il y a une oscillation de Freud. À un moment, il utilise Verträglich, hein, à un autre moment, il utilise Erträglich. Et il le corrige à chaque fois. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Etc. Et il arrive dans le troisième sous-chapitre de cet article à différencier bien qu'il y a un moment où il faut utiliser Erträglich et il y a un moment où c'est Verträglich. Et c'est là-dessus que je travaille. Hein. Alors, il parvient à dissocier dans les restes du taux de transfert et les manifestations résiduelles l'insupportable de l'inconciliable. Alors, si ça vous intéresse, je peux vous dire 2-3 mots sur les limbes. Hein. C'est une réponse à la question où est-ce que ça va se loger? Où est-ce que ça va se loger? Les traces qui ne trouvent pas de... Alors, je crois que c'est d'autant plus intéressant que je vous le dise parce que dans l'envoi que vous avez reçu, il n'y a pas de notes. Hein. Et ça, c'est dommage. Alors,
limbe est préférable à limbe au pluriel, qui indique deux espaces. Limbe des enfants, limbe des patriarches, d'Abraham pour les justes. Si nous poursuivons la métaphore du limbe, l'acte du Christ est un acte de parole qui libère, puisque vous n'ignorez pas que le Christ, entre le vendredi saint et le jour de Pâques, date de sa résurrection, il fallait bien qu'il trouve un endroit où aller. Hein, lui aussi. Il est descendu dans les limbes pour libérer tous ceux qui étaient morts sans le connaître, hein, et le reconnaître. Et donc, c'est pour ça que je peux dire que l'acte du Christ est un acte de parole qui libère. Freud affirme que toutes les inventions liées à l'imaginaire, et donc aussi à la langue, sont une projection de la vision endopsychique de l'humain. Le mot limbe, qui signifie bord, peut être entendu comme l'intuition de cette localité psychique qui n'est ni inexistante ni affirmée. Le limbe est bien cette localité du non-arrivé, mais à partir duquel, néanmoins, par un franchissement mystérieux, il sera libéré. La théologie chrétienne invoque le passage du Christ dans les limbes entre le vendredi et le dimanche de Pâques, entre la mort et la résurrection, comme l'acte qui libère ce jamais dit avant. Le débat théologique sur le devenir des enfants morts avant le baptême est comme une mise en scène du point théorique qu'évoque Freud. Sa question qu'il qualifie d'abstruse a été l'objet de millénaires de controverses depuis les évangiles, la descente dans les limbes jusqu'à Benoît XVI, qui dit, alors ça pour un théologien pape, c'est quand même Ratzinger, oui, qui dit, il ne faut pas s'en occuper. C'est quand même assez, Il n'y a rien à voir. assez circulé, il n'y a rien à voir. Hein. En passant par Saint-Auguste. Alors, Voilà. d'après cette thèse, toutes les religions seraient des reflets de l'endopsychique. Ah ben oui. Il n'y a pas que le catholicisme, Il y a même pas- s'il est particulièrement perspicace. Oui, toutes comme production de masse. Production des masses. Oui, mais reflet de l'endopsychique. Comment? Et ça entraîne d'autres. Vous me suivez jusqu'à maintenant, ça va? Je ne vais pas trop vite. Bon. Les fragments de mots dont les patients schizophrènes se saisissent pour construire l'expression de leur délire témoignent de la pression du dire depuis un bord qui les écarte de l'enfer du réel et les pousse vers la stabilité de l'autre manquant. Ils sont bien hors temps, zeitlos, comme dit Freud. Les perceptions erratiques, les fragments de phonèmes érigés en signifiant deviennent l'appui pour l'être d'un sujet psychotique. C'est une trouvaille de Degnaud, ça, ou c'est une thèse répandue chez les psychanalystes qui s'occupent de psychose? Plutôt trouvaille. Je ne sais pas. Je parle. Dites-moi. Qu'est-ce qu'en D'autres. pensent ceux qui fréquentent les psychotiques? C'est plutôt mon idée. Ben, c'est une idée remarquable, c'est pour ça que je demande ça. Merci. Guy, qu'est-ce que tu en penses? Bon, Pour l'instant, pour l'instant, tu ne penses pas. vais repenser. Bon, Bravo. bravo la pirouette. Mais c'est quand même frappant, une thèse frappante. Alors, les patients psychotiques ne peuvent se saisir de la fuite de leurs mots. Les patients psychotiques qui ne peuvent se saisir de la fuite de leurs mots sont dans les limbes, dans le limbe de la pensée. Ils sont soumis, alors là ça c'est de moi, hein, mais c'est compensé. Ils sont soumis à l'impérieuse pensée de penser leur impensé. Non? Qu'est-ce que tu en penses? Philosophiquement, ça tient. Ça fait trop de pensées. Ils sont soumis à l'impérieuse pensée
de penser leur impensé. Le délire est toujours aux marges de l'impensé, de l'Umwelt, donc au limbe de l'être. Les perceptions erratiques, les fragments de phonèmes érigés en signifiants, deviennent l'appui pour être d'un sujet psychotique. Pourquoi l'Umwelt? Parce que Qu'est-ce dont on parle? tu vois que les patients psychotiques, soit c'est l'Umwelt, c'est-à-dire les choses qui les entourent, soit enfin, il y a quelque chose auquel ils s'accrochent et qui les empêche de glisser tout le temps dans le délire. Même si cette chose sur laquelle ils s'accrochent, bon, elle te paraît un peu délirante, mais un peu excessive, mais c'est ça qui les tient en vie. C'est des petits bouts de trucs Ouais. qui sont pris dans l'environnement. Oui, n'importe où. Quelque chose qui... On voit bien comment certains qui délirent à partir de ce qui circule dans les médias, ou dans la télévision, la radio. Non, là, il y a tellement d'exemples qu'on peut... Et puis, alors, c'est la difficulté du travail de psychiatre, hein, avec ces gens-là, c'est que tu ne sais pas exactement quelle est la valeur de ce qui, pour toi, te paraît si simple, si banal, si inconsistant, alors que c'est justement ça qui leur donne consistance. Et c'est ça qu'apprend un feeling, une expérience. Je t'emmerde. Non, Qui leur donne consistance. Il me semble que dans le texte, qui leur donne de l'être. oui. Parce que ce n'est pas consistant, l'être. Ah, voilà, ça, c'est autre chose. Je sais pas ce que c'est d'ailleurs. Oh. Mais Lacan introduit ça à propos du transfert. Quand le patient ne sait plus, ne dit plus rien. Il y en a un qui lui dit « J'ai tout d'un coup le sentiment de votre présence ». Et c'est à partir de là que ça devient un thème chez Lacan lié au sujet. C'est pour ça que je vous pose cette question. Oui. Alors, je vais essayer d'avancer, parce que je suis qu'à la page 2,5. Il a dit ça. L'après-coup ouvre ainsi vers un temps inconscient qui est autre que le temps logique. Ce temps nécessite une réinscription pour que la première inscription soit effective. On peut voir là un processus général qui peut être étendu à tout le fonctionnement de l'inconscient. Pour Freud, il n'est plus nécessaire de penser les barrières entre conscient, préconscient, inconscient. C'est aussi le saut que fait Lacan dans l'évidence de la dissociation dont fait part Freud. L'invention du signifiant pour porter l'inconscient devient une nécessité. Lacan a perçu que Freud est en arrêt sur ce point. Il y a des expressions de perplexité dans la salle. Comment? Il y a des expressions de perplexité dans la salle. Tu peux dire ça autrement? Moi, en relisant ces textes-là, puis d'autres textes un peu, qui précèdent, là, j'ai été frappé de voir que Freud, au fond, avait compartimenté les choses. Hein, et puis qu'après, il essayait de dire, mais oui, mais comment ça passe du conscient au préconscient, à l'inconscient, enfin, tout ça. Enfin, c'était des clivages, hein, pas des clivages, mais des compartiments. Des barrières. Hein, Des comment? barrières. Des barrières. Hein. Comme la censure, le refoulement. Oui, c'est ça. Alors après, il faut inventer un mécanisme pour que ça passe de comment on l'autre fait côté. pour franchir la barrière? C'est ça. Hein. Donc, je trouvais qu'il y avait un embarras là, chez Freud, et il me semble que Lacan a perçu cet arrêt, hein, et c'est là qu'il a fait sauter tout ça à partir d'autre chose. Parce que le signifiant ignore les barrières. Exactement. Et c'est vrai que quand Freud essaye de définir le moi,
il se bagarre avec les barrières et il n'y arrive pas. Mais oui. Et il le dit Alors, dans la deuxième topique. la trace d'une non-trace, c'est-à-dire la trace du non-arrivé. Tentons de répondre à la troisième éventualité. Quelle est la localité qui accueille ce qui ne peut encore pleinement exister et qui est pourtant là? Non seulement Freud le repère par des mots très forts, mais se donne en même temps une direction de travail qui appelle sa tâche du moi, hein, on peut l'attribuer à Freud. Il écrit « La tâche que s'assigne le moi opposant une défense, traiter la représentation inconciliable comme non arrivée, est pour celui-ci insoluble directement. Aussi bien la trace mémorielle que l'affect adhérent à la représentation sont bel et bien là, virgule, et inextirpables. » Alors, je vais analyser cette phrase. Le premier mot, là, la tâche. La tâche, c'est en effet un travail. On voit l'effet dans le processus psychotique qui introduit une fatigue et même un épuisement dans le sujet et l'analyste lors de la relation transférentielle. Dans le sujet psychotique, je veux dire. Le refoulement névrotique permet de suivre le fil de la pensée du névrosé, à la différence du sujet psychotique qui est sans cesse confronté à son impensé, d'où la fatigue particulière de l'analyste à l'écouter. Le deuxième point, là, c'est que ça signe le moi. Assigner, le mot est très fort. C'est une nécessité exigeante à laquelle le moi ne peut échapper. Ce terme est à entendre métaphoriquement dans toutes les implications juridiques qui seront après, celles du surmoi et du moi idéal. Insoluble. Une solution est adoptée par l'inconscient, mais elle est incompréhensible pour Freud dans le cadre théorique qu'il a instauré. La même démarche revient dans la lettre à Romain Roland. Si ce que Freud éprouve alors ne peut disparaître ou être transformé par une compréhension dans le cadre théorique, il faut situer le symptôme à analyser en dehors de ce cadre. C'est une contradiction copernicienne. Ce n'est pas compréhensible dans le cadre théorique et pourtant cela est. Enfin, dernier des quatre termes, inextirpable. La trace mémorielle et l'affect qui lui est lié résistent à l'œuvre du refoulement. Il faut donc faire appel à d'autres mécanismes de négation, le rejet du forclos et le déni. Donc vous voyez que l'accumulation dans cette petite phrase de quatre négatifs très forts, inconciliables, non arrivés, insolubles, inextirpables, va placer cette représentation et son affect dans l'atemporalité, dans le Zeitlos, au prix d'une dissociation représentation-affect pour certaines représentations. Donc c'est là que je ne suis pas d'accord avec la planche, parce que Freud montre bien qu'il y a d'un côté l'inconciliable qui est lié avec certaines représentations obsessionnelles que le sujet va percevoir comme parasites, qui vont affaiblir cet inconciliable, mais le rendre conciliable finalement. Et de l'autre côté, il y a le Erdreglisch, c'est-à-dire ce qui nécessite un rejet radical et de la représentation et de l'affect, c'est-à-dire une forclusion. Si j'ai cliqué là-dessus, c'est que là, on est un peu contraint par la langue française. Inconciliable, moi j'avais toujours entendu employer dans un environnement où c'est inconciliable par rapport à quelque chose d'autre. Et là, d'isoler comme ça une représentation inconciliable,
par rapport à toi. Mais je suis complètement d'accord avec C'est ces... pas, par exemple, c'est pas son contenu qui la rend conciliable. J'ai tendance à penser que c'est plutôt le moment où elle arrive. Ça, je sais pas. Non, je ne sais pas. Mais Qu'est-ce qu'il y a d'inconciliable? C'est inconciliable avec Comment? avec le langage. Oui, mais c'est inconciliable avec le langage, sachant que le sujet ne le possède pas à toutes les étapes de son développement. La question que je me posais, moi, c'était de savoir s'il n'y avait pas des moments plus propices que d'autres ce rejet dont parle Freud, et si ce rejet ne concernait pas une contrée particulière qui serait le corps dans lequel ressurgirait après comme un langage ces signifiants que la planche qualifie d'énigmatiques, qui sont en tout cas intraitables, pour reprendre la traduction de Traglish aussi, c'est-à-dire quand tu parles de Freud, plus loin, tu rapproches cette notion-là de la nounou, là, de la... Oui. Bon, ben, je vais pas trop mélanger, mais... Je vais reprendre. Hein. Donc, effectivement, il y a cet inconciliable, hein, et cet inconciliable est à partir de la clinique, c'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose qui a été rejeté sous la forme d'un déni, d'une Verleumdung, d'un Disserol, hein, mais qui a affaibli la représentation, mais la représentation, elle est quand même là. Hein, réduite, trognon peut-être, reste, mais elle est là. Alors que de l'autre côté, il y a le Unverträgung, hein, Unerträgung, hein, qui est, je ne sais plus quel est le terme. Comment? L'insupportable. Hein. L'avantage du mot insupportable, c'est qu'on sent que ça met en danger le sujet et que donc c'est pour ça que c'est aussi complètement mis de côté. Hein. Alors, pour faciliter peut-être. Dans lesquels il y a ce que j'écris là maintenant, là, un rejet radical de la représentation et de l'affect. Les deux sont mis de côté. Hein, et ne ressurgissent même pas dans le corps, dans d'autres choses, etc. Oui. J'avais une variante. Les choses que Freud commence à prendre en compte, c'est-à-dire ceux qui ne rentrent pas dans le système, elles n'ont pas leur place dans sa première topique, dans son système de pensée de l'époque. Mais il y réagit longtemps par une espèce d'ignorance, mais il ne les passera pas en démenti. C'est-à-dire qu'un jour, il prendra le taureau par les cornes et les choses en main, même s'il lui faut 30 ans pour s'y mettre. Et d'ailleurs, il ne lui faut pas 30 ans pour s'y mettre parce que c'est déjà, le terme de non-arrivée est déjà dans le texte dont je vous parle depuis tout à l'heure, en névropsychose perversion, de 94. Aussi dans le littéraire. Oui, mais le plus ancien que je connaisse, c'est 80. Ah bah oui, d'accord. Oui, le non-arrivé est toujours présent, mais il n'arrive pas à l'intégrer dans un système. Il faut qu'il change son système de pensée pour qu'il fasse la place. Alors, donc, on a bien compris qu'il y a les deux aspects, hein, mais que devient l'affect lié à cet inconciliable? Sa réponse de Freud est que la somme d'excitation est transposée dans le corps corporel, sous la forme d'une conversion. Ce sera encore celle qui le soutiendra dans son questionnement sur le mot loup. Il écrit dans le mot loup, mais il m'était impossible de renoncer à un substitut pour l'éruption de douleur non advenue. C'est au moment où
où l'homme au loup lui dit que sa sœur vient de se suicider et qu'il n'éprouve aucun sentiment du fait de la perte de sa sœur. Il dit aussi, ben, je me vois maintenant comme le seul héritier. Bon. Donc Freud écrit, il m'était impossible de renoncer à un substitut pour l'éruption de douleur non advenue. C'est inconciliable, vidé de sa charge d'affect, est enveloppé d'associations parasites de type obsessionnel, précise Freud. Le retour hallucinatoire, donc là c'est un truc un peu névrotique, on perçoit bien. Le retour hallucinatoire est un autre destin de ce perceptum qui n'a pu être fixé par un signifiant. L'erratique devient hallucinatoire. Le non-arrivé est donc un processus fondateur de la réalité humaine. Fondateur, car c'est sur un fond hallucinatoire que se déploient la pensée et la perception. Fondateur, car c'est en s'en dégageant que nous construisons la réalité avec sa gangue résiduelle de réel, l'enforme qu'évoquera Lacan. L'enforme étant cette dimension trouée par l'objet petit a, qui enveloppe, contient. C'est le trou qui lui donne sa forme. Comment? C'est le trou qui lui donne sa Oui, forme. oui. Freud repère que ce groupe psychique rejeté donne une confusion hallucinatoire, une vivacité hallucinatoire que l'on retrouve toujours dans la persistance des moments psychotiques. Alors ça, cliniquement, c'est tout à fait vrai que dans le magma psychotique, il y a des points qui sont de vivacité et qui sont ces points originaires, on pourrait dire, de la construction délirante. La gêne de Freud, exprimée par son hésitation entre Unher et Unfair, très riche, est donc compréhensible. Ce qu'il écrit est complètement en contradiction avec le point théorique où il en est alors. L'insupportable renvoie à la psychose. Il écrit « Le moi rejette la représentation insupportable » et rejette, c'est verwerfen, verwirft, la représentation insupportable, comme si la représentation insupportable n'avait jamais abordé le moi, tandis que l'inconciliable renvoie à une association, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, affaiblie. Le succès de ces développements de la première topique provoque la mise à l'écart d'une nouvelle voie dans la conception théorique, voie qui se retrouvera dans la lettre à Romain Rolland. Cette représentation hors temps va venir insister. La sensation hallucinatoire, faisant constamment retour, loge dans l'inconscient à la façon d'un parasite qui subsiste jusqu'à ce qu'une conversion ait lieu dans une direction inversée. C'est toujours dans le même article, Psychonévrose de défense, à la page 7. Il faudrait ajouter ou jusqu'à ce que l'efficace du parler, de la magie du mot, vide la sensation hallucinatoire de sa pression. Je vais vous prendre un exemple clinique. Ainsi, dans un état confusionnel post-opératoire, un sujet voit avec certitude et clarté une colonne de fourmis puis d'aiguilles de pin grimper sur la paroi de la chambre des soins post-opératoires au pied de son lit. Chaque soir, la même perception revient. Il comprend peu à peu que ces insectes sont des nécrophages et qu'ils anticipent sur le devenir de son corps destiné à être une charogne. Vient alors en lui la pensée qu'il est vivant pour penser ainsi son devenir. L'hallucination, le lendemain, a disparu. La pensée insupportable de la mort et de la putréfaction de son corps était devenue une pensée extirpable, donc conciliable.
C'est ce que Freud dira en 1936 dans la lettre à Romain Roland de la manifestation résiduelle qui le parasite. Les fausses liaisons, non seulement peuvent créer des symptômes de contrainte qui parasitent, mais aussi des aversions. Parfois, ces symptômes de contrainte sont en réalité des symptômes qui ne sont pas un compromis névrotique, donc un discours inversé, mais directement une identification psychotique qui doit être rejetée et non pas démontée, comme pour un fragment de discours névrotique. La somme d'excitation ne peut être perdue. Tu peux dire un nombre d'où ça sort les fausses liaisons? Comment ça se produit? C'est dans le texte de Freud. Oui, ça, c'est hein. dans Freud. Oui, oui. C'est dans le texte de Mais ça ne Freud. veut pas dire qu'il ne faut pas l'interroger. Au moins, on pourrait comprendre quelque chose. C'est tout ce que je disais tout à l'heure sur ces représentations inconciliables qui doivent être rejetées, hein, mais en même temps qui produisent un lien avec d'autres, qui, elles, sont plus facilement conciliables. Mais cette transformation introduit une modification de la représentation telle que ça devient, sur un mode obsessionnel, que ça devient une pensée parasite qui accompagne une représentation banalisée. Hein. Et c'est cette trace-là qui intéresse Freud et qui pense qu'on peut rétablir le lien et la refouler au même titre que l'autre. Alors, ce sont des liaisons métonymiques. Non, j'ai utilisé le terme de métonymique pour ce qui disparaît. Quand il y a, pour l'histoire de la colère, de la menace de le monde. Je crois que c'est plutôt des proximités langagières, représentatives. Qu'importe, c'est des pensées qui viennent s'accrocher. Et pourquoi fausse? Parce que c'est pas directement des productions de la représentation, c'est accroché à quelque chose. Les obsessionnels le savent bien. Hein. Ils disent difficile. Oui, il faut que je fasse ça. Hein. Bon, c'est tout. Ils ne veulent pas qu'on en sache plus. Oui. Bon. Les fausses liaisons, non seulement peuvent créer des symptômes de contrainte qui parasitent, mais aussi des aversions. Toutefois, ces symptômes de contrainte sont en réalité des symptômes qui ne sont pas un compromis névrotique, donc un discours inversé, mais directement l'identification psychotique qui doit être rejetée et non pas démontée, comme pour un fragment de discours névrotique. La somme d'excitation, ça c'est toujours la thèse fondamentale de Freud, ne peut être perdue. Freud propose le nom de conversion pour cette conservation de l'énergie, si l'énergie allait ailleurs que dans le corps. C'est le statut du non-arrivé. On pourrait alors parler de conversion psychotique telle que la montrent les schizophrènes. Les schizophrènes ont aussi un rapport au corps au corps douloureux. Moi, en disant ça, j'ai la mémoire d'un patient, je suis dans un couloir, qui me dit, mais de manière totalement poignante, mais vous ne pouvez pas vous imaginer, docteur, ce que c'est que d'avoir l'impression que une partie de votre corps est en train de couler sur vous et que vous ne pouvez pas l'arrêter. Quand tu entends ça, on se dit, oh mon Dieu, heureusement que j'ai une belle enveloppe et que je suis fermé, moi. Eh bien, c'est une conversion psychotique. Hein. Cette souffrance dite, ressentie, exprimée, montrée, hein, quelle que soit, hein, que ce soit pour des lacérations à manière de enfin, que ce soit des destructions localisées du corps, hein, volontaires, des automutilations. Alors, on continue? Ça va? Oui. L'inconciliable et l'insupportable, on y revient.
Freud oscille entre les deux termes. Je crois que vous avez compris. Hein. Bon. C'est ce qui porte Claude Raban à écrire le non-arrivé à deux sens. L'inconciliable, unverträglich, et l'insupportable, unerträglich. Le premier est l'objet du déni ou du démenti, c'est-à-dire l'affaire Leuenung. Hein. Le second de la forclusion, c'est-à-dire l'affaire Werfel. Pour conclure avec Freud, rien de ce qui arrive ne peut s'effacer. Alors, je vais reprendre encore sur l'inconciliable. Freud n'en fait pas encore une théorie qui serait celle de la psychose. Il en reste à celle de l'esquisse, une diminution partielle et localisée d'affect rend inoffensive la représentation inconciliable. Freud en fait le mécanisme d'origine de la conversion névrotique. Dans la suite du texte, il écrit deux fois la représentation sexuelle inconciliable. Donc, Freud a oscillé entre les deux termes pour finalement fixer la séquence. Il oscille sur le choix du terme le plus approprié. Unverträglich. Les deux ont le même radical, tragen, porter, supporter. Träglich, unverträglich, dans le dictionnaire, dit que c'est conciliant, compatible, ce que tu disais, et erträglich, tolérable, supportable. Donc, vient inverser le terme. La représentation inconciliable est néanmoins une représentation. L'inconciliable produit le démenti. Des liaisons dites de fausses connexions se créent avec des représentations non inconciliables, qui par cette fausse connexion, terme de Freud, deviennent des représentations de contrainte. La phrase est de Freud. Ce qui s'exprime par des pensées obsessionnelles. Il faut ériger ce point de lecture en méthode pour lire Freud. Repérer ses blancs, ses hésitations, son recours à une langue étrangère, ici le français, ce qui laisse une friche indiquant l'espace de la psychose. Freud utilise toujours la langue usuelle, comme je le disais tout au début, pour introduire les concepts psychanalytiques, ce qui est en même temps une sorte de preuve de vérité par le génie de la langue. Recourir à de l'étranger, au français en l'occurrence, est pour lui au contraire la preuve de la présence du déni. Ce qui est conciliable ou inconciliable évoque le compromis de l'affaire Leuenung. Le déni n'annule pas la chose, mais lui retire de la valeur. D'où les hésitations de la traduction, déni ou démenti ou des aveux. Freud qualifie la gouvernante anglaise du jeune Sergueï de toquée, mais riche, c'est vraiment folle, et elle est qualifiée d'un verträglich, traduit par intraitable, ce qui est une contradiction par rapport au texte. Ce qui montre que les oscillations de Freud, qui ne disposent pas clairement du concept de forclusion pour fixer sa pensée. On voit en même temps à quoi sert la théorie qui nous permet de ne pas être dans cette embrouillamini dans laquelle j'essaie de vous diriger. Dans la lettre à Romain Roland, Freud traite ce qui le gêne comme une manifestation inconciliable. Et là, je ne suis pas sûr que ce soit une manifestation inconciliable, c'est plutôt une insupportable. Donc là, on va retrouver l'impossibilité de s'en débarrasser par l'analyse des associations inconciliables, de contraintes associées, lui fait comprendre qu'elles sont d'une autre nature. Ce sont des hallucinations qui expriment l'insupportable. L'unerträglich, l'insupportable de la rupture avec Fliss et la transmission à Freud des pensées psychotiques de Fliss. On voit là que c'est comme on est sur un terrain très glissant et très polémique, parce que dire que Freud a eu un moment psychotique. Comme tout le monde. Alors après, dans le texte de la lettre, il va dire que c'est banal, que tout le monde a eu des moments psychotiques transitoires.
dont on peut se souvenir, mais qui n'ont pas dirigé votre vie, à la différence de la psychose. Alors, moi, j'en ai une autre glissade Oui, sur Unerträglich. La représentation sexuelle sur laquelle Freud insiste, en disant, elle a toujours dans le même texte, qu'il n'est pas sûr qu'il ne puisse pas y avoir autre chose qui cause des symptômes, mais jusqu'à présent, tous les cas qu'il a vus sont des origines de symptômes, sont des histoires sexuelles. Est-ce que c'est Unerträglich ou bien Unverträglich? La Moi, représentation sexuelle. je pense que c'est plutôt Unerträglich. Moi aussi, c'est ce que je pense. Bon, ben ça va. Parce que aussi bien Freud que Lacan disent il y a un point de totalement irreprésentable dans le sexuel. C'est ce que dit la planche. Que C'est aussi ce que dit la planche. la C'est planche pour ça dit. qu'il parle aussi. Donc tout le monde, tous les analystes sont d'accord sur l'énigme que représente le sexuel, sur l'irreprésentable, et que c'est coupé de toutes les associations. Or, les médias aujourd'hui ne parlent du sexuel que du côté insupportable, puisqu'on ne parle que de viol d'enfants, de machin, de Machin. machin du même genre. Bon. Bon, donc là, on est tous d'accord. Alors. Et alors, la transmission de pensée. Alors, première, la transmission à Freud des pensées psychotiques de Fliss, ça signifie que, il y a eu un transfert entre Freud et Fliss, parce que les analystes lacaniens sont tout à fait convaincus, dont ils sont tout à fait convaincus, à l'inverse des analystes de l'IPA. Deuxièmement, qu'il y ait transfert de pensée dans le transfert, c'est encore autre chose. Et pourtant, on pourrait faire une séance entière sur ces transmissions qui à la fois interviennent dans la construction théorique des analystes, dans le mime, c'est peut-être pas le mime, dans l'habitus mimétique de l'analyste, de l'analysant par rapport à son analyste, et ainsi de suite. On pourrait la gloser assez souvent, assez long. Et Leclerc me disait de certains patients qui sont comme les parents, il me connaît comme s'il m'avait fait. Richard, tu as Comme quelque les chose mamans. Non. Je te connais comme si je t'avais fait. Elle me connaît comme si elle m'avait fait. Bon. Alors, poursuivant sa réflexion sur le non-arrivé, Freud la développe autour de l'insupportable, Unerträglich. Il introduit une insistance de négation, alors, dit-il, ayant beaucoup plus d'énergie et de succès que la défense contre la représentation inconciliable. Il écrit « Le moi rejette », c'est là qu'on trouve le mot Verwerfen, la représentation insupportable, en même temps que son affect et son comporte, comme si la représentation n'avait jamais abordé le moi. Mais jamais. Alors, dans le cas de figure 2, Attends, j'ai pas fini. Il faut pas on essaie couper. de comprendre. Faut pas couper Freud. C'est une citation que je suis en train de dire. Là. Je reprends. Le moi rejette donc la représentation insupportable en même temps que son affect et se comporte comme si la représentation n'avait jamais abordé le moi. Et Freud écrit en gras, en caractères différents pour qu'on le voit bien, mais au moment où ceci a réussi, la personne se trouve dans une psychose que l'on ne peut guère classifier que comme confusion hallucinatoire. Maintenant, vas-y. Dans le deuxième cas de figure des traces, Là, c'est le troisième. l'affect est éloigné de la représentation, mais se colle à quelque chose d'autre. Alors que dans la troisième, l'affect et la représentation sont pareillement rejetés. Rejeté par le moi.
rejeté par le moi, comme si ça n'avait jamais abordé le moi. Oui, c'est là. Non, c'est pas rejeté, c'est rejeté comme si ça n'avait pas abordé. Si ça avait abordé le moi, que ça soit rejeté, ça ferait. On relit la phrase. C'est là, Le moi rejette la représentation insupportable. voilà. Quelle est la trace? Le moi rejette Mhm. et se comporte comme si cette représentation ne l'avait jamais Oui, il se comporte comme si la représentation Tout est n'avait jamais abordé. Où est le problème? Le problème est de savoir si quand on parle du moi, on se situe à un certain moment moi, je suis taxé une conclusion comme siégeant dans une action du moi. Ça reste pour moi une. Je ne suis pas certain que justement l'action du moi provoque la et que ce soit plutôt l'échec d'une opération qui n'a pas trouvé le site sur lequel elle peut. Oui, je pensais que tu as raison. Mais en même temps, pour pouvoir décrire un tel phénomène, il faudrait être à l'extérieur. Hein? Comment? Hein? Oui, ça, Donc, c'est pour ça qu'on ne peut que dire que bon, il y a eu échec. Hein? Et cet échec, il est. c'est pas une fin de nous recevoir. Voilà, ben sinon, il y aurait message. Voilà. Bon, il continue après cette phrase-là qu'on vient de commenter. Hein. Freud écrit encore. On est donc fondé à dire que le moi, par la fuite dans la psychose, a exercé une défense contre la représentation insupportable. Comment? Ce qui est insupportable provoque le rejet, la faire verfond. Cet insupportable crée une psychose, une confusion hallucinatoire, dit Freud. Cet insupportable est un des lieux du Zeitlos, à la fois hors du temps et rejeté dans le non-arrivé. Le non-arrivé de l'insupportable est sans représentation, alors c'est là qu'on rejoint ce que tu dis, mais pas sans effet. Il est à considérer comme l'expression, alors ça c'est la phrase de Freud, comme l'expression d'une disposition pathologique d'un degré supérieur. C'est très habile de la part de Freud parce qu'il ne définit pas, il ne dit pas exactement de quelle chose il s'agit, ce qui serait une réification. Freud, Lacan reprend ce qui était là, mais mis de côté en jachère, en appuyant sur les mots se soustrait, corrélation inséparable, donc au sens de faire verfond. Il ouvre une clinique analytique de la psychose qui ne soit pas la transposition en termes analytiques de la clinique psychiatrique. Lorsque la pensée inconsciente rencontre une image intensément et sexuellement investie, un coup de foudre se produit. Le mot loup montre bien comment pendant toute sa vie, il était sous l'emprise de ce trait unaire qui le pousse à l'acte sexuel à Tergo, puis au mariage avec Thérèse. L'après-coup de la scène sexuelle originaire fonctionne pour lui comme un automaton. Le désir sexuel surgit en lui de voir de dos une femme agenouillée présentant la saillie de ses fesses. Vous remarquerez que Freud, dans le texte, ne dit pas ça, hein, il dit de ses nattes, ce qui est du latin. On ne nomme pas. C'est du latin, c'est Oui. pas du yiddish. Je ne sais pas. Ils disent dans les notes que c'est du latin. C'est pas la même chose. Comment? Je crois que c'est pas la même chose. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire en latin. Je n'ai pas eu le courage d'aller chercher mon Gaffio ou d'autres qui doivent être poussiéreux dans un endroit quand. Je n'ai jamais entendu ce mot-là.
Oui, mais moi, je n'ai pas tellement appris les histoires de fesses en latin. De toute façon, Mais ça ça peut pourrait être- faire voir autrement les coupeurs de nattes. Bien joué. ça peut pas être Bertrand, parce que c'était pas. Comment? Il n'était pas juif. Il n'était pas juif, Flavion. Bon. Non. Oh, il était orthodoxe. Orthodoxe. Il avait même un délire d'effigie orthodoxe, etc. Quand il a 7 ans, je crois. Bon. On voulait montrer. Bon, Monique. Désolé, c'est mon fils qui appelait. Je ne sais plus où on en est, j'ai perdu pied. Au coup de foudre, justement. Attendez, je roule, il en a. Alors donc, la saillie de ses fesses. Voilà. Si ce trait engendre la répétition du désir sexuel, si ce trait qui engendre la répétition du désir sexuel devient conscient et que le sujet s'en souvient, la voie du fétichisme est ouverte. Pour le jeune Sergueï, ce trait, dont il est bien conscient, ne le quittera pas durant toute sa vie. Ce qui, en même temps, le met, grâce à cette situation un peu perverse, hein, dans une stabilité affective tout à fait indéracinable. Hein. La pensée inconsciente du très petit Sergueï se construit après les scènes répétées qu'il prend pour de la séduction. Tout ce qu'il perçoit est construit dès lors selon ce filtre. On devrait l'écrire PH. Ce serait marrant. Comment? Le filtre. Ainsi, la scène primitive initiale, observée ou reconstruite, agit après coup comme une seconde séduction. Il est remarquable de constater que Freud invoque alors une transmission phylogénétique au lieu de s'interroger sur le désir des adultes, hein, qui conduisent le jeune Sergueï auprès d'un troupeau en rut ou même sur celui des parents qui se montrent dans la chambre, selon la Ursène que tout le monde connaît. Il est assez fréquent qu'on entende d'un seul coup, il ou elle m'est devenu étranger. La personne qui l'énonce n'éprouve plus les affects pour l'objet d'amour qui était quelques instants auparavant les siens si présents et qui animaient son corps. Le français n'a pas de mots pour décrire ce qui survient. Il n'a que la périphrase, devenu comme un étranger. La traduction française, là, je l'ai dit tout à l'heure, de ce mot Entfremdung, par refroidissement de l'analyse de l'amour, très mal traduit, nous efface la violence déclenchée entre eux. C'est pas simplement se prendre en grippe, c'est quelque chose d'une violence glacée. C'est intraduisible à peser sur la compréhension du cas relaté par Freud. Le père part en voyage, meurt quelques années après, sans rapprochement, sans retrouvailles avec son fils. Et l'Entfremdung, l'étrangement, devient, écoutez bien, l'Entfernung, un éloignement, un refroidissement. Lapsus de lecture de la traductrice. Quand même drôle que si c'est un lapsus, une approximation, c'est tellement induit une lecture de travers. À l'inverse, hein, le coup de foudre ou la rupture brusque, Entfremdung, donc, du lien amoureux procède du même processus d'après-coup, mais inversé. Le perceptum erratique de la trace qui se fixe par son attache insignifiant sexuelle est repris dans la rencontre avec un autre. Le coup de foudre est réciproque, sinon c'est un trait érotomane qui n'est pas échangé et verbalisé. C'est bien la différence entre le coup de foudre
et le trait érotomane. Hein. À l'inverse, la tâche amoureuse réciproque est instantanément défaite dans l'Entfremdung sans éprouver la détresse consécutive. Donc il y a bien là aussi quelque chose qui va geler l'affect. Analytiquement, on peut décrire le coup de foudre dans les mêmes termes que la rupture affective entre le petit Sergueï et son père. Il y a coagulation, coalescence de signifiants portés par l'autre. Ces signifiants qui portent vers l'autre sont les faits d'après-coup de la construction infantile de la trace porteuse du signifiant du sujet. 4 temps sont donc nécessaires pour la construction de l'effet d'après-coup. Le premier temps, c'est celui de la trace. Trace erratique, jusqu'à ce que dans un temps différencié et second, elle soit fixée par un signifiant verbal. Alors on peut chercher le signifiant verbal ou gestuel. Moi, je dis signifiant verbal. Elle est fixée. Elle entre dans le monde Oui. du langage et de la parole. Elle est fixée par ce signifiant verbal qui porte avec lui un bout de réel. Le temps suivant est celui de la répétition inconsciente qui apporte une jouissance. Enfin, la rencontre dans la réalité produit soit le devenir étranger, soit l'excès de jouissance du coup de foudre. La pensée devenue possible de cette trace est une repensée qui devient soit consciente, soit reste dans l'inconscient. Ce qui permet d'affirmer que toute pensée est une repensée et que l'après-coup fait venir à la conscience, dans la langue, ce qui est présent mais latent. Alors maintenant, Comment ? Un cas clinique. Je voulais que je résume ou pas ? Juste un mot. Prends le micro parce que sinon. Alors, il s'agit d'un patient. Je vais être très bref. Hein. Je l'ai écrit sur une page. Quoi ? Prends le micro. Il faut attendre le micro. Parce que sinon, les autres n'entendent pas derrière l'écran. Je trouve que Freud a été très impressionné par ce que tu décris très bien entre Sergueï et son père, parce qu'il n'a cessé ensuite de dire que la technique, il fallait du tact. Non, et il a même utilisé le terme d'effroi qui peut se produire si tu interviens de façon intempestive. C'est exactement ce qui s'est passé entre Sergueï et son père. Donc, parce que ça, c'est le fait ça l'a touché manifestement, parce qu'il en a fait un trait de la technique. Et je trouve que c'est très important de rappeler qu'au fond, ça vient peut-être de cette histoire de l'homme et de son effroi. Celle-là et d'autres. Ça l'a totalement arrêté, quoi. Après, bon, et ça peut arriver dans nos analyses que les gens s'éloignent. Ça peut arriver, c'est rare, enfin, ça peut arriver un éloignement soudain parce que tu es intervenu et que voilà, donc c'est simplement ça que je peux souligner parce que c'est tellement proche que moi ça m'a frappé en le lisant. Ouais. Justement, un micro. Tu nous as juste titre rappelé ce souvenir de l'homme, donc le petit Sergueï, avec son père qui jouait avec lui au Lyon, enfin voilà. Et c'était Fremdung. Alors, bon, je me suis posé la question, qu'est-ce qui s'est passé dans l'inconscient du père, qu'est-ce qui est passé de l'inconscient du père à Sergueï à ce moment-là, qui n'a été, c'est même pas symbolisé, mais peut-être fort clos. Je suis le père de Sergueï, en fait. Je crois, me souviens vaguement qu'il était atteint de psychose lui-même, de dépressive, quelque chose comme ça, un truc comme ça. Donc, cette Fremdung n'est pas arrivé de but en blanc comme ça pour Sergueï. Il y a dû y avoir quelque chose avec son père.
Sans doute. Mais le Wolf. père qui est resté vexé. Normalement, quand il y a un truc comme ça d'effroi, l'adulte annule la chose en reprenant auprès de l'enfant. Et là, ça ne s'est pas fait. Mais c'est à ça qu'on peut parler d'une psychose maniaco-dépressive. Wolf et Levé, Loup et Lion, c'est pas très proche, c'est pas très éloigné dans la langue allemande. Bien, alors donc là, je vais sauter et donc ne pas vous parler longuement du cas clinique. Pourtant, c'est l'histoire d'un homme très bien, hein, un bon père, etc., un bon intellectuel, etc., qu'un homme cultivé tout à fait remarquable qui vient parce que il trouve qu'il y a ce qu'on appelle aujourd'hui, je ne sais plus comment on appelle ça, des troubles de la relation du couple. Il a des brusques accès dans le couple. L'analyse tourne et revient un peu tout le temps au même sur un mode hélicoïdal, je dirais. C'est-à-dire un peu une spirale développée. Il a dit qu'il avait un coup de foudre avec sa femme. Oui, il avait eu un coup de foudre avec sa femme, mais il s'entendait très bien, ça allait bien, c'était pas... Et un jour, et peu à peu, cette partie hélicoïdale me renvoie à la partie centrale qu'il évitait, qui est une très profonde douleur qui surgit, qu'il peut à peine décrire, et puis qu'il va mettre 1 ou 2 ans à décrire, et qui le renvoie à un viol de par son père quand il était enfant. Donc, j'en parle là pour montrer comment se construit dans la clinique et dans le transfert cet environnement autour d'un traumatisme. Bon. Donc là, on peut dire aussi qu'il y a eu un processus de représentation inconciliable, mais qui a produit quelque chose à côté, c'est-à-dire cette douleur. Puisque cette douleur, c'est ça qui fait appel. Et que tu as, toi, ressenti comme résistance sourde. Oui. Alors qu'il était d'une bonne volonté. Mais oui, non, mais il y a un contraste entre les deux. Un critiqueur. Bon. Alors, j'arrive à la conclusion qui est rapide. Le temps n'est pas structuré comme un espace linéaire, mais comme la somme des récurrences actives du passé sur l'après. Dans l'exemple donné ici, il y a des dizaines d'années entre les différentes scansions. Le temps de l'après-coup n'est donc pas un espace linéaire, comme le voyait Freud, mais un bouclage qui reconstruit sans cesse ce qui précède. Le génie de Freud est d'avoir laissé sa plume se libérer du refoulement de son écoute inconsciente, de son écoute consciente. Ainsi, dans l'écriture des études sur l'hystérie, si le mot Nartringlich vient avec insistance, il induit une traduction d'Anne Berman en un après, ensuite, ultérieurement. C'est Lacan qui a repéré que cette insistance, masquée par la banalité du mot, est une notion temporelle cruciale. Une fois cette insistance repérée, il devenait possible de la dégager en un concept inconscient repérable et de suivre ce mot dans l'œuvre de Freud, en particulier le mot loup et la lettre. Le même genre de difficulté se retrouve avec le mot que j'ai dit là, Entfremdung, devenu comme un corps étranger, devenu un étranger. Je saute encore un peu. Donc là, on peut dire qu'il y a eu chez le jeune Sergueï un effondrement qui vient donner corps, même très tardivement, à une pensée inconsciente, persistante, et donc existant sous la forme de traces, qui devient un signifiant pour porter le sujet dans un instant de résolution instantanée quand la réalité rencontre le réel. L'ultime travail de Freud d'après-coup se produit dans la lettre à Romain Roland. Freud y élucide en particulier la persistance de manifestations parasites de plus en plus importantes. Il en résout le sens par un travail sur l'après-coup,
dans une relation transidentielle masquée auprès de Romain Rolland, présentifiant à la fois Fliss et son frère cadet Emmanuel. Fliss, on l'a dit, Emmanuel parce qu'il a le même âge que son frère Emmanuel, grâce à qui il peut perlaborer par un effet d'après-coup l'effet tardif de la rupture insupportable, unerträglich, du transfert avec Fliss, ce qui montre la temporalité apparente de l'inconscient, dénouée par l'après-coup. Voilà, j'ai terminé. Merci. Merci, l'auditoire. Daniel, Ils ne sont pas là. non, ils ne sont pas là, mais on va les faire apparaître. Abracadabra. Abracadabra. Voilà. Comment? Ah ben voilà les photos, oui. Oui, c'est des photos. Bon, Moi, j'apprécie particulièrement, à part l'inventivité analytique qu'il y a dans ce texte, de voir Freud au travail de recherche, ce qui est un grand soulagement par rapport aux nombreuses occurrences où on le voit comme, si Freud l'a dit, il n'y a plus qu'à répéter, sans comprendre de préférence. Et ça vraiment, merci aussi pour ça. Voilà, je crois qu'on a pas mal discuté, on peut laisser la place On va leur demander. aux photos. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir? Pour lever la main. Comment on fait pour lever la main? Tu veux intervenir, vas-y. D'abord, moi, alors justement, cette dimension de la recherche de Freud, c'est intéressant parce qu'il fait le parcours à l'envers de la naissance du sujet. Et alors, il y a deux points sur lesquels je voudrais intervenir. Par exemple, dans la... Pourquoi on l'appelle représentation dans le cas de l'hallucination, puisque c'est un On entend mal. voir du Ton réseau ne doit pas être très bon. Maintenant, vous m'entendez? Oui, oui. Bon, ben, je me suis approchée. Ma connexion Internet est instable, il est écrit. Bon, ça y est, ça a disparu. Alors, je disais que le travail de recherche qu'on voit de Freud, c'est-à-dire qu'il fait la construction, c'est comme s'il construisait le sujet à l'envers. Et la représentation, celle qui mène ce dont tu parles dans l'hallucination, pourquoi parler de représentation? Puisque c'est du vu et de l'entendu. Et donc, c'est un savoir qui n'a pas trouvé de signifiant. C'est très... Enfin, ça me gêne de parler de représentation, là. Et c'est comme la trace. On a parlé tout à l'heure de la neurotica, une excitation sensorielle mesure, c'est les lois de Fechner. Et c'est quand elle est passée par le signifiant qu'elle ne se mesure pas. C'est-à-dire qu'il y a une mémoire qui est instaurée par le signifiant, mais là, il n'y a plus de mesure possible. C'est une sensation, ce n'est pas une perception. Et alors que finalement, toutes ces choses très difficiles dont parle Freud, c'est des perceptions qui restent comme excitation et qui vont faire symptômes selon diverses modalités, c'est-à-dire celles où c'est un savoir sans représentation et celles où c'est un savoir qu'on ne veut pas savoir, donc on met dans le déni, une représentation plutôt, une représentation qu'on ne veut pas savoir et qu'on met du côté du déni, enfin les quatre éléments que tu as. Alors, ça m'a été difficile, ça, mais je pense qu'en fait, on parle de la même chose. Et le non-arrivé? Comment? Tu as une place pour le non-arrivé? Ben, le non-arrivé, c'est ce qui est du perceptif et pas passé par le signifiant.
C'est quelque chose qui n'est jamais passé par le signifiant. Ah, mais elle est fière, hein, c'est une sensation. Ça dépend, parce que- Et alors, il y a une différence entre un signifiant, un truc entendu comme ça, qu'on peut raccrocher à rien, et un signifiant qui vous est adressé sur quelque chose de précis que vous vivez. C'est pas pareil. Il y en a un qui va construire le sujet, puis l'autre, ben, ça peut être erratique. C'est comme vous l'avez dit, comme Alain l'a dit, c'est-à-dire faire une hallucination ou quelque chose comme ça. Enfin, moi, je ne sais pas, j'étais dans ces pensées-là. Voilà. La question de la représentation, c'est Freud qui l'utilise. Hein. Oui, C'est pour ne pas introduire un autre vocabulaire dans l'écriture même de Freud. Hein. donc tu es d'accord, tu es pas d'accord avec de parler là de représentation. C'est Freud qui l'utilise, mais Mais Freud ne différencie pas entre les différents mots qu'il a de représentation. Il y a les représentations de choses. Oui, non, mais d'accord, mais là, dans ce texte, il ne le fait pas. oui, donc c'est pour ça qu'il y a des difficultés. Il n'a pas le concept de signifiant, il n'a pas le concept d'imaginaire, ni celui de symbolique, bien qu'on puisse les trouver dans ce texte. Tout à fait. Oui, Non, mais ça- je voulais éviter, pour vous donner effectivement cette notion de progressivité de la démarche d'invention de Freud, ne pas faire un salmigondis en mettant Tout à fait. les concepts qui sont des années 50 sur un texte qui a 60 ans d'avance. Et en même temps, de faire entendre l'anticipation géniale de Freud à l'écoute de l'inconscient. Hein. mais ça, j'ai bien entendu, c'était très intéressant. Mais ça pose un certain nombre de questions. Bon. Il y a d'autres questions? Pourquoi tu as dit que On tu ne n'étais comprend pas le micro. Juste là. Jeanne-Claire. oui, pourquoi as-tu dit que tu n'étais pas d'accord avec les conceptions de la Blanche tout à l'heure? En quoi tu n'es pas d'accord? Parce que lui, il parle d'énigmatique en deux sens. Un énigmatique qui provoque une sidération de la pensée et quelque chose de pathologique, un processus, une conséquence pathologique, et ce qui permet de penser. Et je trouvais que ça allait bien avec ce que tu disais de l'inconciliable ou de l'insupportable. Mais je suis plus d'accord avec la planche que tu le crois. Ah, d'accord. Non, mais c'est parce que tu disais que J'ai lu son problématique 5, je crois, sur l'après-coup. Hein. Oui. Il n'y a pas de chose qui m'a profondément heurté par rapport à ce que j'allais dire. La seule chose, c'est ce sur quoi j'ai insisté, qu'il n'établit pas cette différence entre le Verträglich et Unverträglich et Unerträglich. Il n'établit pas cette différence. Et non seulement il ne l'établit pas, il la nie Il a dénoncé. en disant que c'est une jolie histoire typographique. Oui, oui, oui. Un petit V qui a disparu. Non, mais ça, je trouve Si ça. c'est un Mais il C. s'appuie pour ça sur un texte de 1895 que Freud a écrit en français sur les phobies. Oui, oui, oui. Et juste Là, après. il n'y a qu'un seul mot. C'est inconciliable. Oui, mais en même temps, dans le texte, dans celui-là, et puis dans d'autres aussi, ces mots soi-disant fautes typographiques reviennent. Non, mais donc, ce n'est pas une faute typographique, c'est une faute, éventuellement, une confusion dans la tête de Freud. Hein. Ça, j'ignorais, ouais, C'est là que c'est à reprendre. c'est bien intéressant. Oui, Claire. Claire de Michel. Des Michel, pardon. Ma question, même si tu as rapidement
je voulais rapidement passer sur ton patient dernier que tu évoques. Je voulais savoir le statut donné à sa douleur. Quand tu dis qu'il a tourné en rond sur un Vidal pendant 2 ans avant d'y arriver, est-ce que sa douleur correspondait à une conversion ou est-ce qu'au contraire c'était juste la localisation d'un. On n'entend pas. La localisation d'un. J'interroge le statut de la douleur du patient évoqué, surtout dans son texte parallèle, en demandant si la douleur était du côté de l'option conversion, ou sachant que le viol d'un père, c'est pas pris de trace, on va dire, mais où est-ce que cette douleur relève de l'insupportable, de l'inconciliable, voilà. Cette douleur relevait de l'insupportable, hein, à mon avis, parce qu'elle ne pouvait pas être décrite et qu'elle était la trace organique, si on veut, d'une effraction, je ne sais pas laquelle d'ailleurs exactement, qui en gros est un viol, quoi. Donc la douleur, ce n'est pas du côté de la conversion. Oui, c'est pas. Mais en même temps, il y a une participation psychique, hein, qui est que l'évoquer la faisait revenir. L'évoquer était pour lui insupportable et il partait immédiatement sur autre chose. Et tu ne dirais pas inconciliable par rapport au respect du père? Comment? Tu ne dirais pas inconciliable par rapport au respect du père qu'il a quand même dénoncé en t'avouant le viol? Oui, mais le père était mort Depuis longtemps. depuis longtemps. Ça ne change pas forcément beaucoup. Et en même temps, il ne le nommait pas le père, il le nommait le salaud. Donc le père reste intact. Le père. Reste intact. Oui, mais enfin, c'est peut-être aussi à partir de ça, et là je ne vais pas faire toute l'analyse de ce monsieur, mais enfin, en même temps, je dis que il se voulait reconstruire un point d'origine familiale sur un mode idéal. Hein. Donc, dire aussi, il y a quelque chose de enfin avoir que les enfants aient un bon père. Hein. Et il était très, très engagé dans cette voie, à la fois par rapport à ses 3 enfants, là je suis oral, donc je peux le dire, et puis par rapport aux associations dont il était promoteur, etc. Enfin, c'était un actif sur le plan associatif local. Hein. Donc là tu as raison, enfin, le père n'était pas fourclos, hein, mais il y avait une tentative volontaire pour délimiter. Alors, est-ce qu'on met ça du côté de l'insupportable ou du côté de l'inconciliable? La question. Non? Oui, on peut le mettre du côté de la conversion ou de la somatisation. Micro. Ouais. Mais comme la douleur n'a pas pu évoluer, je ne mettrai pas ça du côté d'un processus que tu dis, la somatisation. Bon, je crois qu'on va arrêter là, parce que sinon je me répète, et puis il est tard. Bien, merci de m'avoir écouté, je vous remercie. Voilà. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Comment? Au revoir. Coupez le micro. Merde, je n'arrive pas.